Bonjour et merci beaucoup de cette invitation à poser les enjeux liés à l'adaptation au changement climatique. Vous pourrez noter que l'ouverture a été confiée à une physicienne du climat et pas une spécialiste de l'adaptation, dans un contexte où nous sommes face à des besoins de connaissances qui mobilisent tous les champs disciplinaires et les interactions avec la société pour éclairer par les connaissances les choix qui peuvent être faits en termes d'adaptation. Et les enjeux qui portent sur l'adaptation au changement climatique, on ne peut les penser que de manière intégrée. Le thème de la journée, qui est « Vivre dans un climat qui change », ne peut être pensé qu'en intégrant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation, la réponse aux besoins des sociétés pour construire un développement durable. Et c'est l'ensemble de ces aspects qui peut permettre de construire des futurs viables, juste des futurs associés à un développement résilient face au climat. Et cela mobilise des connaissances académiques, des connaissances des acteurs de terrain, les politiques publiques à l'échelle internationale, nationale ou territoriale, ainsi que, bien sûr, les entreprises et l'ensemble de la société civile. Alors, dans cet état des lieux, je vais reprendre quelques-uns des points qui ont été introduits par Marc Fontcave, en démarrant par l'état des lieux vis-à-vis du changement climatique au niveau planétaire et de l'influence humaine. Donc, par rapport au rapport du GIEC publié en 2021, tous les ans, nous réactualisons ces indicateurs clés. Si l'on va jusqu'à la fin de l'année 2024, le réchauffement dû aux activités humaines au niveau planétaire et au sens climat, pas pour une seule année donnée, atteint 1,36 degrés. On peut aussi noter que les 3 dernières années sont les 3 années les plus chaudes enregistrées jusqu'en 2025, et la moyenne de la température atteinte sur ces seules 3 années est déjà de l'ordre de 1,5 degré par rapport au climat pré-industriel. Sur la base du rythme élevé du réchauffement au cours de la dernière décennie, on s'attend à atteindre un niveau de réchauffement planétaire de l'ordre de 1,5 degré au sens climat, pas pour une seule année ou quelques années, à horizon 2030, et on ne peut pas exclure, en l'état actuel, d'atteindre un niveau de réchauffement planétaire de 2 degrés aux horizons du milieu de ce siècle, vers 2050, avec une incertitude plus grande, puisque cela va profondément dépendre des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre ainsi que de la réponse du climat. Donc je rappelle que l'intégralité du réchauffement est la conséquence des activités humaines, avec bien sûr le rôle clé des émissions de gaz à effet de serre, à 70% dû à la combustion d'énergie fossile. Mais sur la dernière décennie, la perturbation liée aux activités humaines a été amplifiée par le fait de réduire fortement les émissions de polluants atmosphériques qui jouent un effet de masque. Et donc on a dévoilé, en fait, par ces succès de politique de contrôle de la qualité de l'air, un réchauffement plus fort sur la dernière décennie. On est aussi dans un contexte d'accélération du rythme de montée du niveau de la mer, qui est une conséquence directe de l'accumulation de chaleur dans le système climatique. 90% de l'excès de chaleur va dans l'océan. Une partie entraîne la fonte des glaciers du Groenland, le glissement plus rapide de secteurs de l'Antarctique. Et le rythme de montée du niveau de la mer, qui atteint donc, pour son ampleur depuis 1901 à peu près 23 cm, a accéléré sur les dernières décennies parce que l'accumulation de chaleur s'est amplifiée et parce qu'on a eu la contribution supplémentaire du Groenland et de l'Antarctique au cours des dernières décennies. Le rythme récent est proche de 4,5 mm par an. Cela va inéluctablement se poursuivre du fait du temps d'ajustement long de l'océan profond et des glaciers, donc avec des conséquences majeures en termes de gestion durable des littoraux. Alors, une conséquence directe d'un climat plus chaud, c'est l'augmentation de la saison, la fréquence, l'intensité des événements chauds sur Terre, vagues de chaleur canicules et en mer, les canicules marines,
ce qui est représenté sur ces hexagones en rose. C'est également, donc, dans un climat plus chaud, une augmentation de l'évaporation de la transpiration, et donc une banale période de manque de pluie, dans un climat plus chaud, va conduire à une aggravation de la sévérité des sécheresses des sols, ce qui augmente les tensions pour l'eau. Par exemple, en France, les tensions sur les ressources en eau ont augmenté de 14% dans ce climat qui se réchauffe, et cela affecte également les écosystèmes, bien sûr, notamment les forêts en France, en Europe et ailleurs. Enfin, dans un climat plus chaud, l'atmosphère peut contenir 7% de vapeur d'eau en plus par degré de réchauffement, et donc dans un climat réchauffé, le même orage, la même tempête, le même cyclone peut donner lieu à des cumuls de précipitations extrêmes plus importants, de l'ordre de 7% d'humidité en plus par degré de réchauffement, ce que l'on observe de manière très nette, notamment pour les événements méditerranéens. Alors, les risques climatiques sont le fruit, en fait, des interactions entre ces exemples de facteurs climatiques générateurs d'impact, donc des tendances graduelles, des événements plus fréquents et plus intenses, leur interaction avec l'exposition à ces aléas. Par exemple, en France, 10 millions de logements construits sur des sols argileux, très exposés au retrait-gonflement des argiles, ou bien beaucoup de constructions dans des plaines inondables ou sur les littoraux. Donc ça, c'est l'exposition. Et enfin, on a également donc des impacts qui vont dépendre également des vulnérabilités. Je montrerai à quel point, par exemple, nous ne sommes pas égaux face aux risques sanitaires liés à la chaleur. Donc des vulnérabilités qui peuvent être physiologiques, individuelles, mais aussi structurelles, par rapport, par exemple, aux capacités de gestion de risques, mais aussi de mutualisation de risques, l'accès à l'assurabilité, et enfin des vulnérabilités qui sont inégales selon les communautés, les pays, les régions du monde. Au niveau mondial, on a environ 3,5 milliards de personnes qui vivent dans des contextes identifiés comme associés à une vulnérabilité élevée face au changement climatique, manque d'accès à des services de base, manque de ressources, prévalence de la pauvreté, mais également des moyens de subsistance très dépendants des aléas climatiques, production agricole, pêche, foresterie par exemple. Et enfin, les risques vont également dépendre des réponses qui sont apportées, les enjeux de l'adaptation étant en fait des processus d'ajustement au climat actuel et attendu à l'avenir pour limiter les dommages, voire tirer parti d'opportunités. Mais on peut aussi avoir des réponses qui vont exacerber les risques, par exemple ce qu'on appelle la maladaptation, et je vais revenir dessus. Alors, si l'on regarde par exemple le stress thermique et les risques sanitaires, vous pouvez voir qu'il y a des facteurs physiologiques de risque liés à l'état de santé des individus, liés à l'âge, les personnes âgées, les jeunes enfants, les nouveau-nés, les femmes enceintes étant particulièrement vulnérables par rapport à la chaleur. Mais on a également d'autres facteurs, par exemple le travail en extérieur est une source plus importante de risques sanitaires en cas de vague de chaleur, ou bien le fait de vivre dans une passoire thermique ou une bouilloire thermique, elle-même située dans un îlot de chaleur urbain, augmente également les risques sanitaires. Et les implications plus larges de l'exposition à la chaleur et des vulnérabilités ont des implications en termes de morbidité, mortalité, des implications en termes de performance cognitive, d'apprentissage même, et enfin des implications en termes de productivité au travail. Cela fait partie des aspects les plus solidement établis, notamment du coût économique associé aux conséquences d'un climat qui se réchauffe via l'effet des vagues de chaleur. Alors, si l'on élargit la focale, les enjeux des impacts du changement climatique ne sont pas que directs, via les facteurs climatiques générateurs d'impact et les humains et leurs activités, mais ils passent également par les conséquences via l'état des écosystèmes, de leurs fonctions et de leurs services. Je donne juste 2 exemples ici. Donc, vague de chaleur, sécheresse, augmentation de la mortalité des arbres, moindre croissance, ralentissement de la productivité des forêts, conséquences sur la ressource bois, conséquences sur le stockage de carbone dans les forêts, et processus biologiques via des arbres plus fragiles, plus susceptibles par rapport aux pathogènes ou vecteurs de maladies comme les scolites ou le nématode du pin qui arrive dans le sud-ouest de la France. Deuxième exemple, les récifs de coraux tropicaux, donc en fait, qui, au moment des vagues de chaleur marine, expulsent les algues avec lesquelles ils vivent en symbiose
et la récurrence de vagues de chaleur marine va filtrer en fait uniquement les espèces tolérantes à la chaleur, donc c'est une perte de diversité biologique qui s'ajoute à un contexte où, par exemple, dans les régions tropicales, par le déplacement des espèces de poissons pour conserver leurs habitats, on observe déjà une baisse du potentiel de pêche durable, comme une conséquence aujourd'hui observée d'un climat qui se réchauffe. À cela s'ajoute la perte d'oxygène ou l'augmentation de l'acidité de l'océan. Et donc, si l'on regarde au niveau mondial, ce que l'on observe déjà, c'est le fait que les capacités d'adaptation ne sont pas suffisantes pour le climat d'aujourd'hui. De ce fait, on observe une généralisation d'impacts négatifs et de pertes et de dommages qui vont toucher à la disponibilité en eau, ou bien au rendement agricole, ou la production de l'aquaculture, par exemple. Cela va toucher également la santé et le bien-être, alors via la chaleur, via les déplacements contraints, les effets de stress post-traumatique liés aux événements extrêmes comme les incendies ou les inondations qui affectent la santé mentale, mais également les maladies infectieuses transmises par des vecteurs de maladies. Et que ce soit pour les humains ou les animaux, un climat plus chaud avec des hivers plus doux va être favorable à des déplacements d'air propices à des vecteurs. Les exemples récents étant par exemple pour la santé animale, pour les animaux d'élevage, des maladies transmises par des moucherons, par des mouches, dont on voit qu'elles pèsent très lourdement sur les activités d'élevage ovin ou bovin. Et puis les plus coûteux des conséquences d'un climat qui change touchent notamment aux conséquences des inondations, donc par pluie extrême, ruissellement, débordement de cours d'eau, mais aussi par l'augmentation de la proportion des cyclones tropicaux les plus intenses, qui, par leurs dommages sur les infrastructures, peuvent avoir des effets sur l'activité, la croissance économique, sur des durées en fait de l'ordre de la décennie, parfois davantage. Je vous invite à réfléchir à la situation économique à Mayotte ou bien en Jamaïque, des pays récemment touchés par des ouragans ou des cyclones de très forte intensité. Donc le point à retenir, c'est que les facteurs climatiques dont on sait aujourd'hui qu'ils sont générateurs d'impact, on en a identifié déjà plus d'une trentaine, vont s'accroître avec chaque incrément de réchauffement, donc que ce soit les extrêmes chauds, mais aussi les conditions à la fois chaudes et sèches propices aux incendies, que ce soit les pluies extrêmes ou la combinaison avec le risque de submersion marine, ce qu'on appelle le risque d'inondation composite, qui pose des défis particuliers pour la protection des littoraux, de l'intrusion d'eau salée, permettant l'évacuation d'eau de pluie plus importante. Enfin, la dimension d'équité et de justice, elle est fondamentale sur les enjeux climat, notamment parce que les responsabilités sont inégales par rapport au réchauffement actuel. Les États-Unis, premier émetteur cumulé historique des émissions de gaz à effet de serre, et dont on voit bien actuellement, lorsqu'ils sortent du GIEC, de l'IPBES, de l'IUCN, de l'accord de Paris, de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qu'ils cherchent à fuir toute redevabilité par rapport aux conséquences de leurs émissions de gaz à effet de serre, dans un contexte de politique publique favorable aux énergies fossiles à tout prix et d'attaques inédites sur l'établissement des bases scientifiques qui ancrent en fait les bases de la protection de l'environnement. On a également donc les 10% des populations les plus aisées partout dans le monde qui sont responsables d'environ 2/3 du réchauffement depuis les années 1990. Et en même temps, on a dans les pays les moins avancés les indices de vulnérabilité humaine qui sont les plus importants. Et cette considération entre les inégales responsabilités, les inégales vulnérabilités, c'est ce qui forme les bases en fait des réflexions sur les enjeux de justice climatique et justice environnementale, qui ont été examinés avec attention par les juges de la Cour internationale de justice, qui ont rendu d'ailleurs un avis important l'été dernier, qui ancre les liens étroits entre la protection du système climatique et la protection des droits humains, et qui considère donc que les États ont des obligations, notamment de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, et que si ces obligations ne sont pas respectées, ce sont des actes illicites qui sont associés à un devoir de réparation. On peut également souligner que certains acteurs économiques ont un poids disproportionné par rapport aux pertes et aux dommages résultant du déficit d'adaptation. C'est notamment le cas des supermajors pétrolières, dont on peut montrer le lien étroit entre les émissions
associées à leur commercialisation, donc exploration, exploitation, commercialisation d'énergie fossile. Pour chacune d'entre elles, les incréments de réchauffement supplémentaires associés à leurs activités, et ensuite, ici uniquement l'intensification des vagues de chaleur et le coût des dommages, donc les dommages économiques, perte de production agricole, perte de productivité au travail, coût des impacts sanitaires. Et ainsi, on peut montrer, entre 1991 et 2020, que chacune des supermajors pétrolières a été responsable de pertes économiques de l'ordre de 2000 milliards de dollars, uniquement liées à sa propre activité économique. Donc on voit bien que c'est source, bien sûr, de tensions, avec actuellement les investissements dans ce secteur-là qui échappent à toute redevabilité par rapport aux pertes et dommages ou aux investissements dans l'adaptation au changement climatique qui résultent de leur propre activité économique. Alors, allons du côté de la France. Donc, le réchauffement n'est pas uniforme au niveau planétaire, il est plus marqué au-dessus des continents que de l'océan, particulièrement prononcé dans les régions polaires. L'Europe est le continent qui se réchauffe le plus, avec, dans les régions de montagne ou au nord, un effet recul du manteau neigeux qui amplifie le réchauffement, et du côté méditerranéen, un couplage sécheresse des sols surchauffe qui amplifie également le réchauffement, notamment en été. Donc, en France métropolitaine, on a un réchauffement plus prononcé que la moyenne planétaire. Déjà, le réchauffement dit forcé, qui atteint près de 2 degrés. On peut également souligner les étés records récents, comme 2022 par exemple. Et je vous invite juste à retenir que les étés records récents, à horizon 2050, dans un monde 2 degrés plus chaud, seront les étés moyens. Et donc tout l'enjeu de l'adaptation, c'est d'abord d'être mieux préparé aux conditions records actuelles et d'anticiper les conditions records inédites à venir qui vont se répéter au cours des années et des décennies à venir. L'illustration des indices de sécheresse des sols en moyenne glissante sur plusieurs mois au mois d'août, entre 2022 et 2024, illustre ce que j'esquissais tout à l'heure, c'est-à-dire dans un climat qui se réchauffe en fonction du hasard des configurations météorologiques, on vit avec un cycle de l'eau plus intense et plus variable, avec une augmentation en fait de la fréquence et l'intensité des saisons et des événements très humides et très secs. Donc 2022, rupture d'approvisionnement en eau dans de nombreuses communes, sécheresse, et puis 2024, à l'exception des Pyrénées-Orientales, avec une sécheresse persistante, pluie intense et inondations majeures, notamment dans le nord de la France. Donc ça illustre, ne serait-ce que sur quelques années, cette intensification à laquelle nous ne sommes pas prêts. Je prends l'exemple d'études d'impact récentes en Essonne. Elles sont faites, par exemple, en tenant compte du temps de retour d'événements de pluie extrêmes à 20 ans qui correspondent à des orages conduisant à 50 mm de précipitations. C'est faux, en fait. Quand on prend l'analyse des pluies extrêmes, ne serait-ce que dans l'Essonne, en région parisienne, les événements de 50 mm, maintenant, ils ont un temps de retour de 4 à 5 ans. Et donc, l'intensité des événements qui font référence pour se préparer aux pluies extrêmes à temps de retour de 20 ans a augmenté dans ce climat qui se réchauffe. Ça n'est pas dans le cadre réglementaire, ce n'est pas encore intégré de manière opérationnelle. Donc, ce qu'on met en œuvre maintenant n'est pas encore conçu pour assurer la résilience, même pour le climat d'aujourd'hui. Alors, la France, elle est particulièrement exposée, ce n'est pas la plus vulnérable. L'Europe n'est pas la région la plus vulnérable, mais elle est exposée. Donc, on est exposé à l'augmentation des vagues de chaleur, aux conditions propices aux feux de végétation, à l'augmentation de la surface touchée par la sécheresse. Si on prend le bilan de l'année 2024 du Haut Conseil pour le climat, on a encore eu en fait une surmortalité très importante liée à la chaleur, alors que ce n'était pas une année exceptionnelle. L'agriculture a été durement affectée, donc des chocs sur les rendements agricoles, sur l'élevage avec les maladies transmises par les vecteurs, l'émergence de maladies comme la dengue, transmise par les moustiques tigres, avec des contaminations en métropole, un coût très élevé des inondations hivernales, des conséquences majeures des cyclones de forte intensité qui ont touché notamment Mayotte, et puis des dommages et des risques sanitaires liés aux nuits tropicales, liés à l'augmentation des canicules marines, particulièrement du côté de la mer Méditerranée. Et peut-être les points importants à retenir, que ce soit les analyses de la Cour des comptes ou les analyses de la Caisse centrale de réassurance, ou le rapport qui a été rendu à Bercy sur l'assurabilité des risques physiques en 2024,
c'est qu'on est face à une augmentation des coûts économiques, des questions majeures sur la mutualisation de risques et l'assurabilité par rapport à l'augmentation attendue dans un climat qui se réchauffe, le fait d'avoir déjà touché des limites aux capacités d'adaptation, ce qui fait qu'on est passé en mode crise pour un ensemble d'événements récents, et puis des vulnérabilités importantes, des inégalités d'exposition et des questions d'habitabilité qui se posent sur certains territoires. Vous avez notamment vu que certaines communes interdisent de nouvelles installations de logements simplement par rapport à la gestion possible des ressources en eau disponibles. On a des questions similaires dans certaines régions de montagne où le dégel des sols gelés entraîne une augmentation des glissements de terrain, des coûts croissants d'entretien, des voiries par exemple, et puis les enjeux pour les littoraux, notamment les zones de basse terre en métropole et dans les outre-mer qui sont importants. Alors, qu'est-ce que c'est penser vivre dans un climat futur ? Eh bien, c'est penser les changements économiques qui affectent par les émissions de gaz à effet de serre, de polluants, les changements d'usage des terres, le climat, et également par rapport aux réponses portées pour faire face aux impacts et aux risques, donc les politiques d'adaptation. Et ce que l'on peut noter, c'est que les moyens sont contraints, les moyens financiers. Dans certains cas, on a des limites strictes à l'adaptation par rapport à la chaleur et la santé humaine ou aux ressources en eau disponibles. Et donc, il est également important de réfléchir aux limites aux capacités d'adaptation, c'est-à-dire le moment où, pour un acteur, les besoins d'un système, on ne peut plus être protégé de risques intolérables par des actions adaptatives. Et le résultat, c'est des pertes et dommages. C'est ce qu'on appelle des risques résiduels qui, dans ce cas-là, ne vont faire qu'augmenter à mesure du réchauffement. On peut également souligner que certaines réponses peuvent accroître le risque de conséquences négatives. Par exemple, pour répondre aux risques climatiques, si on augmente les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas extrêmement satisfaisant. On peut également avoir des actions d'adaptation pour des besoins immédiats qui augmentent, qui déplacent les risques, qui créent de nouvelles vulnérabilités, avec des résultats qui peuvent être plus inéquitables et saper le bien-être à l'avenir. Et donc ça, ce sont des types de réponses qui, vont augmenter les risques climatiques dans la durée et ne permettront pas de les réduire. Alors, premier volet sur les risques futurs, bien sûr, c'est le lien étroit cumul des émissions de CO2 température. Tout investissement dans le secteur des énergies fossiles n'est pas compatible aujourd'hui avec la limitation du réchauffement et va acter des incréments de réchauffement supplémentaires. Alors, tout à l'heure, vous parliez, Marc, des trajectoires qui sont utilisées donc, pour explorer l'évolution future du climat. On peut situer, ne serait-ce que pour le CO2, le fait que les émissions mondiales de gaz à effet de serre augmentent maintenant plus lentement par rapport à ce qui était le cas il y a une dizaine d'années. Depuis 2015, l'accord de Paris sur le climat, dans les pays industrialisés, les émissions ont baissé davantage, et dans les grands pays émergents, elles ont monté moins vite. Donc on a des émissions qui montent, mais moins vite. Donc on n'est pas sur les trajectoires de très fortes émissions de gaz à effet de serre, type SSP 7 ou SSP 8.5, et on serait plus proche d'un scénario intermédiaire dit SSP2 4.5. Ensuite, les efforts et les investissements dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre peuvent permettre de réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre, et ces choix sont bien sûr une source d'incertitude. Ensuite, on a une deuxième incertitude qui est la réponse du climat, la réponse du cycle du carbone, qui augmente à mesure de l'ampleur du réchauffement par rapport aux incertitudes sur l'effet du réchauffement sur le stockage de carbone dans les sols, par la végétation et dans l'océan. Donc on a cette deuxième source, bien sûr, d'incertitude, et vous voyez qu'un scénario intermédiaire conduirait à dépasser 2 degrés à horizon 2050. On peut également noter que les enjeux liés aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre vont dépendre des engagements et du fait de tenir les engagements d'atténuation. Par exemple, dans l'Union européenne, qui a déjà baissé d'environ un tiers ses émissions de gaz à effet de serre, elle a anticipé dans sa stratégie une réduction d'environ 55% à horizon 2030 et puis des étapes intermédiaires en 2035-2040, dont on voit qu'ils peuvent être révisés en fonction de l'état des puits de carbone, forêts et sols, à noter, dans l'optique d'atteindre la neutralité carbone. Et je précise également qu'on est sur des enjeux complexes, économiques, sociaux, mais aussi des enjeux de souveraineté, puisque nous importons nos énergies fossiles de pays autour de nous, dont on voit qu'ils font la guerre aux frontières de l'Europe, en Ukraine,
qu'ils exercent toute forme de domination favorable aux énergies fossiles du côté des États-Unis, ou dans des pays du Golfe qui ne partagent pas nécessairement les mêmes valeurs et visions démocratiques que les nôtres. Donc on est sur des enjeux complexes qui intègrent ces dimensions de souveraineté pour éviter d'être les vassaux des pétro-États qui actuellement essayent de saboter toutes les négociations environnementales internationales, que ce soit sur le climat, le plastique, le transport maritime, rejetant même l'approbation du résumé pour décideurs du rapport sur l'environnement du Programme des Nations Unies sur l'environnement en octobre dernier, une première mondiale. Donc c'est des approches qui visent aussi à écarter la place de la science et des faits scientifiques dans les politiques internationales. Alors on l'a dit tout à l'heure, la situation de la France, elle est complexe, avec des enjeux de continuer la décarbonation, mais également des enjeux qui vont monter en puissance d'adaptation et de solidarité pour faire face aux pertes et aux dommages. Donc, comme cela a été dit, les émissions de gaz à effet de serre de la France ont baissé, mais ce rythme de baisse marque le pas depuis 2024, avec un rythme faible en 2024, 1,8% de baisse, 2 tiers conjoncturels, et les premières estimations pour 2025 qui soulignent un rythme encore plus faible qu'en 2024. On peut noter que chez nous, ce qui pèse le plus, c'est les transports, puis l'agriculture, puis l'industrie, les bâtiments, l'énergie et les déchets. Du côté des transports et de l'agriculture, peu de baisse des émissions de gaz à effet de serre et une appréciation des politiques publiques d'atténuation que vous pouvez voir par un code de couleur qui montre de l'orange et du rouge, donc des signaux de préoccupation sur l'adéquation des politiques publiques par rapport aux objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, donc, si on regarde le puits de carbone lié aux forêts notamment gérées, vous voyez les conséquences de ce changement climatique qui a réduit l'ampleur des barres vertes, qui conduit à stocker du carbone sous forme d'arbres morts, dont vous noterez que ce n'est pas particulièrement satisfaisant, puisque ça va être associé par la suite à un déstockage, et que cela va donc amplifier l'impératif de réduire les émissions d'autres secteurs par la perte en fait de l'efficacité du puits de carbone, notamment des forêts gérées. Donc ça, c'est aussi un lien entre adaptation et atténuation, et l'Office national des forêts, par exemple, a entièrement tourné sa stratégie de gestion forestière sur la résilience et l'adaptation. Et on peut même penser cela comme une adaptation atténuatrice, c'est-à-dire que si on n'a pas des forêts résilientes capables de croître, stocker du carbone et fournir du bois, on n'aura pas les ressources biomasse ou les ressources puits de carbone qui contribueront à l'atténuation. Alors au niveau planétaire, si les politiques publiques déjà mises en œuvre sont maintenues, on irait vers un réchauffement planétaire de l'ordre de 2,8 degrés en fin de siècle. Si les promesses des différents États formulées dans le cadre de l'accord de Paris, conditionnelles ou non conditionnelles, sont tenues, et on voit à quel point elles sont importantes, on pourrait le limiter vers 2,5 degrés, 2,3 degrés en fin de siècle, et rester sous 2 degrés et conditionnel à l'atteinte, bien sûr, de la neutralité carbone et des engagements correspondants. Et ce sont ces efforts d'atténuation qui vont dimensionner en fait le coût, l'ampleur, l'échelle des besoins d'adaptation à venir, notamment au-delà de 2050, sur la plage au-delà de 1,5 degré, 2 degrés. Alors, se préparer aux nouvelles conditions climatiques, qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend un scénario intermédiaire d'émissions de gaz à effet de serre, c'est un fort réchauffement qui se poursuit sur les continents en Arctique, et un réchauffement encore plus marqué sur les jours les plus chauds d'été que la moyenne annuelle, notamment en Europe. Deuxième aspect, c'est un cycle de l'eau plus intense, plus variable, avec une répartition inégale, une forte incertitude sur les changements de pluviométrie en moyenne annuelle du côté de la France métropolitaine, mais un signal très clair de diminution en fait, des précipitations dans les régions de climat méditerranéen en été. Et donc c'est cela qui va entraîner des tensions croissantes sur les ressources en eau, moins de précipitations, des sols qui se vident plus rapidement, et tous les besoins en eau, pour l'eau potable, pour le refroidissement, pour l'irrigation, qui ne vont faire qu'augmenter dans un climat qui se réchauffe. Donc l'eau, c'est un marqueur extrêmement important des enjeux de risque climatique. Et quand on pense aux risques climatiques, on peut penser aux risques pour les systèmes littoraux, pour les écosystèmes, les infrastructures, les conditions de vie, notamment la pauvreté, la santé humaine, la sécurité d'approvisionnement alimentaire, la sécurité en eau, et puis les enjeux pour la mobilité et la paix. Et au cœur de ces risques interconnectés, vous avez l'eau, avec des interdépendances qu'on appelle le nexus entre l'eau,
l'énergie, l'agriculture, l'alimentation, les écosystèmes et la santé. La chercheuse indienne qui a coordonné le chapitre sur l'eau du rapport du GIEC de 2022 dit que pour elle, l'eau est le vecteur de l'injustice climatique. C'est de cette manière-là, notamment, que les populations les plus vulnérables, les secteurs d'activité les plus vulnérables, prennent de pleine face les conséquences de ce climat qui se réchauffe. Et penser les réponses pour l'eau ne peut être pensé qu'en intégrant l'ensemble de ces dimensions. Si on ne le regarde qu'à court terme, pour un seul secteur, le risque de maladaptation est considérable, c'est-à-dire le risque d'effets indésirables, immédiats ou à plus long terme, est particulièrement élevé. Donc, dans les rapports du GIEC, vous trouvez une évaluation des risques climatiques exprimés en fonction du niveau de réchauffement planétaire. La première barre, c'est dans le 5e rapport du GIEC en 2014. La deuxième barre, c'est dans le rapport de 2022. Et ce qui est très notable, c'est que pour un même niveau de réchauffement planétaire futur, on a revu les risques à la hausse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a une compréhension plus fine des vulnérabilités simplement par le retour d'expérience des impacts observés récemment. On comprend mieux les dangers pour les écosystèmes et leurs services, les moyens de subsistance, le bien-être et la santé. D'ailleurs, l'Académie des sciences, ingénierie et médecine américaine a publié en septembre dernier une réactualisation des éléments probants depuis 2009, faisant le lien entre émissions de gaz à effet de serre, changement climatique, bien-être et santé. Et ce rapport, il est formidable parce qu'il montre à quel point cette compréhension n'a fait que s'affiner. C'est la base dans l'encadrement juridique des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, le niveau de risque dépend des évolutions des vulnérabilités, des expositions, de l'ampleur et de l'efficacité des efforts d'adaptation et des limites à l'adaptation selon les contextes, selon les secteurs. Là où les vulnérabilités sont les plus fortes dans le monde, ce sont dans les pays en développement, avec une urbanisation rapide, des habitats informels, des moyens de subsistance très sensibles face au climat. Et les risques climatiques, par exemple pour la sécurité alimentaire, ne dépendent pas que du niveau de réchauffement. Ils dépendent en fait des choix socio-économiques. Si en fait on maîtrise la croissance démographique, qu'on préserve le foncier agricole, qu'on renforce la capacité d'adaptation des producteurs agricoles, qu'on fait évoluer notre alimentation vers une alimentation durable, moins de protéines animales, pour faire simple, moins d'huile végétale, et qu'on a des systèmes de production plus résilients et à faible émission, on peut limiter l'escalade des risques pour la sécurité alimentaire. Mais si on augmente les pressions sur les terres, notamment en utilisant des terres pour de la forestation, pour du stockage de carbone ou pour de la production de biocarburants, en fait, on exacerbe les risques pour la sécurité alimentaire. Alors, si on regarde du côté de l'Europe, il y a 4 risques clés qui ont été identifiés. Les extrêmes chauds pour les écosystèmes et la santé, les risques de perte de production agricole, les situations de pénurie d'eau et d'inondation, avec des risques très spécifiques pour les petites îles qui concernent les territoires d'outre-mer, notamment de la France, liés à une dépendance plus forte aux écosystèmes, des situations plus fréquentes de stress hydrique parce que peu de stockage en eau, et des enjeux majeurs d'habitabilité, de mutualisation de risques par rapport aux pertes et aux dommages. Et donc, penser les enjeux d'adaptation, c'est se préparer à ces nouvelles conditions climatiques moyennes. La trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique dont la France s'est dotée décrit là où on a le plus de confiance. Mais par exemple, dans un monde à 2 degrés plus chaud, vers 2050, on peut aussi regarder les éventualités à plus haut risque, dont la probabilité d'occurrence est faible, mais les impacts seraient considérables, comme atteindre 50 degrés à Paris, qui devient plausible, ou des sécheresses persistantes sur plusieurs mois, voire plusieurs années, qui deviennent possibles en Europe, alors qu'il y a quelques dizaines d'années, c'était extrêmement implausible. Penser l'adaptation, c'est penser en fait pour des transitions de systèmes. Chaque grand système, énergie, infrastructure, gestion des terres, système alimentaire, océans, société, industrie, en tenant compte en fait des co-bénéfices et des effets indésirables de chaque levier d'action par rapport aux objectifs de développement durable, de sorte à optimiser les co-bénéfices, limiter les effets indésirables. C'est penser une atténuation résiliente, par exemple dans le secteur de la transition énergétique, et c'est penser une adaptation qui permette d'augmenter le stockage de carbone, d'éviter des émissions de gaz à effet de serre, un vrai défi. Penser l'adaptation, c'est penser des trajectoires. Quelles mesures sont disponibles ? Comment peut-on les déployer ?
Comportements pour faire face à la chaleur, simplement adapter les rythmes de travail, par exemple, ou les rythmes scolaires. Intervenir sur les bâtiments, ombrage, performance confort d'été. C'est travailler sur la climatisation ou le réseau de froid. C'est penser plus largement l'aménagement et l'urbanisme pour éviter les îlots de chaleur et créer des îlots de fraîcheur. Et en fait, dans chaque contexte, il faut penser une trajectoire où on va financer, mettre en œuvre, décliner ces différentes approches avec ce qui est faisable maintenant, qui touchera ses limites, et des changements plus structurels qui devront être mis en œuvre. Alors on peut l'illustrer pour la chaleur, on peut l'illustrer par exemple pour les risques d'inondation par pluie extrême et débordement de cours d'eau, avec tout ce qui peut être des ouvrages de protection, la prise en charge par les assureurs, mais aussi l'accommodation, tout ce qui est rétention, mise hors d'eau de bâtiments, et puis tout ce qui est évitement, c'est-à-dire le zonage pour l'aménagement, le repli planifié, c'est-à-dire des endroits où on va se déplacer parce que le risque va devenir intolérable par la récurrence en fait de l'augmentation des situations d'inondation. Et c'est encore plus net sur la partie littorale montée du niveau de les mers. Donc à horizon 2100, sur une trajectoire médiane que je décrivais tout à l'heure, le cadre 60 cm de montée du niveau de la mer en France n'est plus adapté. On a une chance sur deux de le dépasser. C'est ce qui est aujourd'hui, actuellement, dans le cadre réglementaire qui a besoin d'être réactualisé. Mais on est de toute manière sur plusieurs mètres de montée du niveau de la mer, sur plusieurs siècles à venir, selon l'ampleur du réchauffement et l'incertitude sur les instabilités d'écoulement de l'Antarctique. Et pour le littoral, les mesures pour faire face à la montée du niveau de la mer, elles vont demander une planification à long terme. Elles vont être coûteuses, elles vont être difficiles. Pourquoi ? Parce qu'à court terme, peut-être l'adaptation sera dominante par des ouvrages de protection en dur, par le fait de s'appuyer sur les écosystèmes littoraux, leur protection, leur restauration, et puis par l'accommodation, notamment par exemple pour des résidences touristiques. Mais à horizon 2050, avec la poursuite de la montée du niveau de la mer, ces approches opérationnalisables aujourd'hui ne seront plus viables. Et de plus en plus, on risque d'atteindre des pertes d'efficacité, des limites, et de devoir en fait planifier une relocalisation qui va être difficile, délicate, qui peut être injuste dans la manière d'être mise en œuvre. Et plus largement, quand on regarde les risques que je décrivais tout à l'heure, et le risque d'adaptation inefficace, injuste, d'effet de verrouillage, vous voyez qu'il est particulièrement important pour les littoraux et particulièrement important pour les réponses qui touchent à la gestion de l'eau. C'est là où il y a des signaux d'alerte pour penser une adaptation qui ne soit pas inéquitable, qui ne verrouille pas des vulnérabilités, des inégalités. Et on voit qu'on est sur des enjeux de connaissance, des enjeux de délibération, d'approche interdisciplinaire qui sont considérables. On parlait tout à l'heure de limites à l'adaptation, je termine. Là, c'est le cadre des Nations Unies de l'objectif mondial d'adaptation, qui est pensé dans 6 dimensions principales. Point clé, les besoins, ils sont estimés, notamment pour les pays du Sud, les plus fragiles, à plusieurs centaines de milliards de dollars par an d'investissement pour l'adaptation. Ce n'est pas les pertes et dommages, c'est les investissements structurants nécessaires. Vous voyez les moyens qui étaient disponibles en 2023, largement insuffisants. L'absence de ressources, l'absence de financement, c'est ce qui va acter des limites à l'adaptation mise en œuvre, c'est ce qui va acter une augmentation des pertes et dommages, des coûts pour le développement, des coûts pour l'activité économique de manière considérable. Donc le Haut Conseil pour le climat pour la France a formulé un ensemble de recommandations assez claires qui portent sur la gestion des écosystèmes, mais qui portent aussi sur les priorités qui peuvent être portées. Et je veux juste mettre l'accent sur les besoins de connaissances. Nous n'avons pas aujourd'hui une synthèse nationale annuelle des impacts du changement climatique, qui serait importante pour arriver à démontrer, en contrefactuel, l'efficacité d'actions d'adaptation. Nous avons besoin de réactualiser l'évaluation des risques, des expositions et des vulnérabilités, parce que connaître les vulnérabilités, c'est la clé pour une adaptation efficace. Nous avons besoin d'un portail national des options d'adaptation pour mettre des faits sur la place publique et éclairer les délibérations. Et enfin, nous avons besoin d'anticiper les pertes et les dommages résiduels après la mise en œuvre des mesures d'adaptation. C'est un point fondamental et on va toucher à des enjeux de cohésion sociale majeurs si on n'anticipe pas et on ne met pas en œuvre des stratégies pour y répondre.
le titre que vous avez choisi de donner, c'est « Vivre dans un climat qui change ». Moi, je vais le reformuler. C'est « Agir pour préserver les conditions de vie ». On est sur des enjeux de droits humains et de dignité, d'habitabilité et d'interdépendance. Les jeunes générations nées aujourd'hui vont être exposées de manière disproportionnée tout au long de leur vie à une multiplication d'événements extrêmes, sans commune mesure avec les générations précédentes. On manque d'une recherche structurée sur l'adaptation au changement climatique en France. C'est ce que la Cour des comptes a souligné. On est face à de multiples enjeux éthiques. Avec qui et pour qui travaillons-nous sur l'adaptation? Pour les grands groupes industriels? Pour les villes riches? Pour les personnes marginalisées, les outre-mer, les territoires les plus vulnérables? C'est une vraie question. On est face à des complexités et des tensions. Il y a des angles morts, et je vais terminer par cet angle mort, qui est clé. On parle des enfants, leurs conditions de vie. Les enfants sont vulnérables face aux risques climatiques, directement, et par les discontinuités d'accès à l'école. 1er juillet 2025, vague de chaleur, 2000 écoles fermées. Manque d'eau en Guyane, pas d'accès à l'école. Manque d'eau en Guadeloupe, école fermée. Mayotte, conditions catastrophiques d'accès à l'école. Qu'est-ce que ça veut dire quand on perd de l'accès à l'éducation? C'est une perte de chance pour les diplômes, les formations qualifiantes, les métiers les mieux rémunérés. Ça n'est pas suivi, ça n'est pas chiffré, et cela fait partie des angles morts, des indicateurs et des priorités en matière d'adaptation. Donc on voit qu'on est sur des enjeux démocratiques majeurs. Merci.